après ces exposés théoriques, donc, un peu de pratique, ouais. va nous proposer un peu de pratique et puis de s'essayer nous-mêmes à voir comment ces forces fonctionnent. Voilà. Fonctionnent pas. Donc, je ne vais rien vous dire en préalable. L'objectif, c'est pas de vous influencer au niveau de vos croyances. Vous comprendrez plus tard dans la journée pourquoi on agit comme ça. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en faisant un exercice qui, dans le cadre du laboratoire qu'on représente aujourd'hui, s'appelle l'exercice de TK. On parle de TK plutôt que de PK. Ça, je peux vous dire déjà pourquoi. C'est que dans notre approche, qui se veut très expérimentale et très pragmatique, les termes utilisés peuvent avoir des impacts, notamment lorsqu'on veut travailler avec certains scientifiques qui ne sont pas forcément du sérail parapsychologique, qui ne sont pas trop sensibilisés à ça. Et le fait de leur présenter des choses telles que c'est la volonté qui va agir sur la matière, ou du moins ça peut être une hypothèse, c'est déjà une interprétation qu'on fait sur des phénomènes qui pour l'instant, on a vu beaucoup d'observations, mais qui rencontrent d'un point de vue sociologique des résistances qui sont très fortes. Donc parler de psychokinèse comme l'action de l'esprit sur la matière, c'est introduire des freins psychologiques qui ne servent à rien en fait. La meilleure façon pour obtenir des résultats, c'est d'amener les gens à collaborer avec vous, avec nous, et pour ça il faut être le plus ouvert possible, y compris aux plus grands sceptiques qu'on peut rencontrer. Et la télékinésie, c'est l'action à distance, mais on ne précise pas la notion de la pensée, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc du coup, quand on parle d'action à distance, chacun peut imaginer ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on utilise le terme de TK. Donc, au sein du laboratoire, alors la pratique habituelle des tékistes que vous pouvez rencontrer sur Internet, sur YouTube, il y en a des dizaines de milliers par le monde qui en font. On cherche un petit peu, on se rend compte que c'est une pratique qui est très courante en fait. Il y a autant de pratiques presque que de télékinésistes. On résume en appelant tékistes. Et la notion de l'objet personnalisé est importante parce que, on verra plus tard dans la journée peut-être, ou lorsque vous parlerez avec certains tékistes du groupe qui ont eu la gentillesse de venir pour animer les ateliers aujourd'hui, vous verrez que la notion de l'émotion, le rapport qu'on a avec nos objets, ça peut être notre voiture, notre ordinateur ou ce type d'objet-là, peut avoir une importance. C'est-à-dire que, pour citer Jean-Pierre Girard, je ne le citerai pas trop, mais je mentionnerai quand même, parce que tout n'est pas bon à garder, mais il y a quand même des trucs qui sont marrants. Lui, il dit, bah, voilà, quand il fait ses pyramides avec ses pots de Nescafé, bah, des fois, il se retrouve avec une face argentée et une face or. Si vous regardez sur le pot de Nescafé, vous verrez peut-être que c'est comme ça. Et ben, quand la pyramide elle est côté or, il arrive mieux que quand elle est côté argent. Alors, on arrête là avec JP pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est de personnaliser son objet de la façon qui soit, on va dire, la plus évocatrice pour vous. C'est pour ça que, alors pour des raisons scientifiques, on utilise des mobiles standards, qui sont en fait des pots à glace, des petites verrines. Moi, je travaille dans la restauration, dans l'agroalimentaire à la base. Donc j'ai eu accès à ces produits-là. Et ils présentent l'avantage, quand on les retourne, d'être hémisphériques. C'est-à-dire que, a priori, lorsque vous n'exercez pas une force directionnelle, bah, vous avez à peu près des forces qui s'appliquent de manière à peu près équilibrée sur tout le pourtour du mobile. C'est un avantage par rapport aux pyramides, qu'on a l'habitude peut-être plus de voir. Une pyramide, on s'imagine, ça a des arêtes, donc ça a des faces, et donc ça présente, aérodynamiquement parlant, bah, des déséquilibres qui peuvent induire de défauts positifs en fait. Un petit courant d'air qui tape dans une pale d'une pyramide, et comme c'est très léger en plus, bah, ça part, et puis vous dites, ouais, super, j'ai la télékinésie. Bah, peut-être pas. Alors qu'avec ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc vous expérimenterez ça de votre côté. Dès tout de suite, vous pourrez souffler dessus, vous pourrez taper dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez repartir avec, il y en a un pour chacun d'entre vous. Donc le principe, il est très simple. Vous prenez un mobile et il faut un support. J'ai tout prévu. Vous avez ici des petits bouchons et vous avez ici des aiguilles. Donc le principe, c'est de se faire un support. L'ATK de base étant de poser le support sur l'aiguille, sans enfoncer bien sûr, pour limiter au maximum les forces de frottement mécaniques qu'on peut avoir avec le support, et de induire, par le moyen de votre imagination, de votre choix, un mouvement sur l'objet. Généralement, le mouvement constaté, c'est une rotation. Et pour vous assurer que le mobile tourne, parce que comme vous voyez, il est complètement transparent, vous avez ici des feutres, avec plusieurs couleurs, et vous pouvez dessiner sur le mobile ce que vous voulez.
Alors des traits pour les plus on va dire, orthodoxes, ou des bonhommes, des fleurs, enfin, tout ce qui vous permet d'avoir un repère visuel, vous permettra de voir après si ça tourne ou pas. Donc je vous montre le geste que vous allez tous faire si vous voulez, bien sûr. C'est prendre l'aiguille. Là, il faut la planter dans le fond du bouchon. Alors c'est un petit peu compliqué parce que l'aiguille n'est pas forcément assez grande. J'en ai fait un ce matin et j'en ai fait un autre hier soir, hein, parce que j'ai mangé chez les amis. Tout le monde y est droit. Voilà, le support il est fini. D'accord? Donc vous le posez délicatement sur la table, devant vous. Alors après vous avez des tables ici, vous en avez en bas. Et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est essayer de faire tourner le machin. D'accord? Si vous voulez la faire éditer, il n'y a pas de problème. Ouais, alors prévenez-nous avant, qu'on puisse documenter le cas, ça serait... Alors, ça c'est la partie purement pratique, mécanique. Et vous verrez aussi, au cours de la journée, que l'approche qu'on a au lab BDC se veut transversale, et notamment, on essaye de répondre à certaines questions qu'on s'est posées déjà ce matin en préambule, sur la relation qu'il peut y avoir entre le psychisme, si on ne sait pas trop ce que c'est, et les rotations qu'on constate. Est-ce que mon état mental, tel que je peux le décrire aussi précisément ou de manière aussi imparfaite que je peux le décrire, peut avoir un impact sur les résultats que je vais constater avec soit des observateurs, soit des caméras, parce qu'on utilise beaucoup de caméras. Et donc on s'est livré en 2014 et en 2015 à un certain nombre d'études auprès d'étudiants, que je vous expliquerai plus tard. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce genre d'études, j'ai prévu des questionnaires. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les remplir, mais ça vous donnera une idée de la façon dont on procède lorsqu'on veut monter une étude qui vise à mettre en évidence des corrélations entre une personnalité et des rotations observées ou pas pendant une expérience qui dure en général 1 minute 30, 2 minutes. Voilà, donc vous pouvez disposer. Vous avez les questionnaires qui sont là, je vous dis juste simplement, ils sont anonymes bien sûr. Simplement pour faire après le rapprochement, il faut que vous imaginiez un code personnel, donc composé de 3 lettres et de 4 chiffres. C'est indicatif, c'est juste pour que personne ait le même, qu'on soit bien sûr que chaque questionnaire soit distinguable. Vous avez, ça c'est un classique en psychosocial, le sexe est distingué. Alors homme ou femme bien sûr. Si vous le distinguez. Sinon, vous précisez. Si vous avez un groupe, demandez à votre voisin. Et l'âge aussi, je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien, les sociologues, distinguer l'âge, le sexe des gens. Pourquoi pas la longueur des bras, des doigts, pourquoi, je ne sais pas. Les chiffres et les lettres, peut-être éviter ABC, 1, 2, 3, 4. Ah, non, t'as tout l'alphabet et tous les noms du monde. Alors, vous verrez que ce questionnaire, ce qui serait bien, c'est que vous le remplissiez avant de faire des expériences, de façon à ne pas être influencé par ce que vous allez vivre après. Surtout si vous vivez quelque chose qui vous préoccupe, vous bouleverse, vous conforte dans certaines croyances que vous pourriez avoir avant, ou au contraire, vous perturbe dans les croyances que vous avez. Donc, comme vous êtes tous assis, je propose que je vous en distribue un. Ceux qui veulent le remplir, le remplissent. Donc, vous avez un certain nombre de questions. Évidemment, il faut répondre de manière la plus spontanée possible. Donc, c'est une échelle qui va de 1 à 7, sachant que 1, vous n'êtes pas en accord avec les propositions qui vont vous être faites. Alors, c'est les propositions qui vous concernent. Et 7, vous êtes complètement d'accord. Et vous choisissez... c'est bien le psychologue. C'est toujours compliqué, même ça, c'est compliqué. Les questions sont simples, hein. Il y en a même qui vont vous paraître stupides. Il faut juste savoir que ces questionnaires-là sont... De mettre des étudiants depuis. Non, mais moi, Déjà, et ils servent surtout de référence à évaluer, notamment, vous verrez, le deuxième questionnaire, c'est sur les croyances sont paranormales. Ils servent à évaluer la proportion de gens qui sont... il y a eu un article de Sciences Civiques qui est sorti l'été dernier là-dessus. C'est ce type de questionnaire-là qui est utilisé pour évaluer les croyances des Français. Je crois que 70%, c'est ça on était 5 qui ont vécu, 70 qui croient. Voilà. Et avant, là c'est la petite nouveauté qu'on essaie d'introduire nous, c'est ce qu'on appelle un questionnaire REI, et en français ça devient l'inventaire rationnel expérientiel. C'est la relation que le sujet va entretenir avec la réalité, mais d'un point de vue très rationnel. Donc est-ce que la conception que je me fais de la rationalité, parce qu'on a chacun la nôtre, peut être objectivée au travers d'un questionnaire, et après voir si quelqu'un qui est extrêmement rationnel, ou qui se prétend rationnel, ou qui se croit rationnel, va avoir plus ou moins de rotation que quelqu'un qui serait à la limite ouvert à tout, voilà, un éléphant rose, ouais, bien sûr, pas de problème. Quelqu'un qui est ouvert à tout, c'est la définition de quelqu'un qui est rationnel.
connaît pas les mêmes alors. On ne connaît pas les mêmes, ouais. Merci Rollo, parce que là, on va pas les connaître cela. Non, mais la rationalité. La rationalité de l'absolu. Alors, ce Donc, qu'on je vais pas appelle rentrer dans dans ce titre-là, la rationalité, ça va être plutôt le besoin personnel de structure, mais c'est un autre questionnaire. Mais le besoin personnel de structure, c'est la façon dont j'ai besoin que les choses soient organisées autour de moi pour me sentir à l'aise et confortable dans mon environnement. Et dès que quelque chose sort de ce cadre-là, il faut ou que je le modifie, ou que je m'en éloigne pour ne pas être confronté à ça. C'est une forme d'inconfort. Et vous verrez au travers de la journée que la notion de confort, que ce soit avec des idées, mais aussi des conforts, des postures physiques, ce qu'on peut appeler comme le lâcher-prise, quelque chose qui était sous-jacent, même si Jean-Paul n'a pas utilisé le mot, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas en ce qui concerne les jeunes sujets avec lesquels il travaillait et l'ambiance dans laquelle il travaillait, était vraiment une notion essentielle dans l'expression de plein de choses, hein, pas simplement dans le paranormal, mais quand vous arrivez dans un groupe et puis que vous ne vous sentez pas à l'aise, bah, vous n'êtes pas vraiment vous-même en fait. Vous êtes en train d'adopter des codes qui ne sont pas forcément les vôtres. On a l'habitude de le faire tous les jours, mais en parapsychologie, et notamment lorsqu'on veut produire des phénomènes, ou qu'on s'attend à observer des phénomènes, la notion de lâcher prise est vraiment essentielle. Sauf que dans notre tradition occidentale, le lâcher prise, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc après, on pourra faire le rapprochement avec vous, j'espère, sur des traditions qui nous emmènent plus à l'Est et qui sont très ouvertes sur ces choses-là. Tu as dit en parapsychologie. Vous savez pas? Merde. Ça m'étonne de J'ai lâché le mot. Ah bah écoute, je m'adapte. Hein. Voilà. C'est quoi? Alors, si vous n'avez pas de crayon, vous débrouillez. Voilà. Bernard, comment on fait avec toi? Derrière le questionnaire, vous avez donc à la première expérience en conditions libres, comme on l'était aujourd'hui, vous avez avec ou sans la main. Donc si vous avez observé des rotations supérieures à un demi-tour, parce que c'est, comme je vous le dis, le niveau significatif qu'on retient, bah vous le mettez, oui. Et si vous avez des annotations à mettre, par exemple, le mobile a fait des allers-retours. Alors le mobile qui fait des allers-retours, désolé de vous le dire, il y a 99% de chances pour que ce soit dû à une cause électrostatique. Ça veut dire que votre mobile était, vous étiez chargé électriquement et que du coup, bah, ce que vous avez observé, c'est malheureusement un effet très classique. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recommencer chez vous, au contraire, mais il faut attendre que le mobile se décharge. Alors, en fait, le principe de l'électrostatique, c'est le même principe que le magnétisme, en tout cas dans sa démonstration. Pour vous assurer que vous n'êtes pas chargé ou que le mobile n'est pas chargé électrostatiquement, bah, quand vous approchez votre main, vous voyez que le mobile se met à démarrer tout de suite. Et il a tendance soit à dépasser à certains seuils et revenir en arrière. En fait, si vous ne bougez pas votre main, il va s'aligner sur votre main, c'est-à-dire qu'il va s'aligner dans les lignes de champ. Et si à ce moment-là, vous bougez légèrement votre main, vous allez voir le mobile qui suit votre main. Là, 100%, c'est électrostatique. Vous changez de mobile, ou alors vous passez soit les mains sous l'eau pour évacuer un certain nombre de charges, ou alors vous vous mettez à la terre, ou vous attendez tout simplement les charges soient évacuées, ce qui peut... Mais si par exemple le mobile était, tout était mobile en fait, ouais. Donc il était vraiment stable, ouais. Il n'y avait pas de mouvement et tout, et d'un coup il se met à bouger, et après il revient en arrière. Et moi j'ai pas bougé ma main. Donc est-ce que là on peut dire que c'est électrique? Je sais pas. C'est difficile quand on a des mouvements qui ne sont pas réguliers. Ce qu'on cherche, alors je vais vous présenter le PDC maintenant. Ah oui, c'est qui me donne un choix. Qu'est-ce que je dis au dégéné qui me donne? J'ai jamais fait sur le là, c'est pas si mal. Ah non. Excusez-moi, je ne suis pas un conférencier professionnel, hein. Ça se verra très vite. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, mais pourquoi vous mettez... je veux changer de... ce que je veux, c'est qu'il me vire ça, là, je comme ça. Ça y est, c'est parti? Ah, d'accord, ok. Par contre, vous n'avez pas toute l'image. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'idée, c'est de faire assez vite. Voilà, alors, donc le LAPDC, ça veut dire quoi? Renaud. Là. Parce que c'est lui qui a trouvé le nom. Voilà. Laboratoire d'anomalie psychophysique et dissonance cognitive. Quand j'ai suggéré à Renaud le nom du projet, je lui ai dit on pourrait l'appeler, je sais plus ce que ça veut dire, truc pourri, des qui, des cas, c'est un peu naze. Ce qui serait bien, c'est qu'on mette dedans des anomalies psychophysiques. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà la notion de dissonance cognitive qui était là. Tout simplement parce que c'est Jean-Pierre Gérard qui est le premier à m'avoir parlé de ça. Parce que lui, à l'époque où il tournait un peu de manière un peu plus régulière dans les milieux scientifiques, il a été confronté à la dissonance cognitive, et la dissonance cognitive, c'est grosso modo
une discipline de la psychosociale qui étudie la manière dont les individus vont réactualiser leur information sur la réalité du monde au regard de leur expérience et de leurs croyances personnelles. C'est-à-dire que typiquement, vous êtes un fumeur, on vous demande si fumer c'est bien, vous répondez à un questionnaire non, et vous allez vous cramer une clope juste après. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi, si vous savez que c'est mal, vous fumez? Pourquoi, si vous dépassez la vitesse autorisée, si vous savez que ça peut tuer quelqu'un, y compris si vous avez quelqu'un qui est mort dans la famille du cancer ou d'un accident de voiture? Bon, bah, toutes ces astuces qu'on trouve avec nous-mêmes, c'est pour simplement être en cohérence avec nos comportements. Donc on trouve des astuces comme ça. Et bien la dissonance cognitive s'applique dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais principalement aussi dans la parapsychologie. Et c'est ce qu'on évoquait ce matin, avec tous ces scientifiques qui envoient le meilleur d'entre eux au charbon, en disant toi vas-y tu vas nous trouver quelque chose, et si c'est toi tu trouves, on est sûr que derrière il n'y a pas de problème, on me suit quoi. Et le mec il trouve un truc, sauf que les types ils n'avaient pas imaginé que ça pouvait aller à l'encontre à ce point-là de leur croyance, qu'elle soit scientifique ou pas. Et donc, phénomène de rejet, ils réduisent l'état de dissonance cognitive en rejetant la personne qui est le messager de la mauvaise nouvelle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et bien la notion de dissonance cognitive, on essaie de l'intégrer au maximum dans ce laboratoire, qui est informel, hein, c'est pas un laboratoire estampillé université ou quoi que ce soit, c'est simplement un groupement de chercheurs indépendants, parmi lesquels on peut trouver des gens présents dans la salle ici, Paul-Louis, Jean-Paul, donc Renaud, je m'oublie peut-être, et l'idée c'était d'architecturer un groupe de travail qui tienne compte justement des éventuels états de dissonance dans lesquels on peut se trouver en fonction de différentes informations. C'est-à-dire qu'un scientifique face à la parapsychologie ou un phénomène parapsychologique ne va pas réagir de la même manière qu'un croyant qui, par exemple, est persuadé que ce sont les esprits qui font bouger les objets. Et pour pouvoir arriver à obtenir des résultats, il nous faut des observations, c'est-à-dire des gens qui produisent des phénomènes, en présence desquels les phénomènes se produisent, mais aussi des scientifiques qui, en présence desquels, il ne faut pas que les phénomènes disparaissent, parce que leur attitude viendrait à gêner la personne qui est potentiellement le catalyseur de ces effets-là. Donc ce qu'on a imaginé, c'est de faire des listes de groupes de discussion scindés, c'est-à-dire que les producteurs de phénomènes n'étaient jamais en relation directe avec les scientifiques qui étaient censés soit critiquer leur travail, de manière constructive bien sûr, soit imaginer des protocoles qui pourraient nous permettre de faire ce que Jean-Paul a fait et d'autres avant nous, c'est-à-dire travailler avec des sujets tout en observant des phénomènes. Donc c'est comme ça que le FAGC a commencé, avec des groupes de discussion. Et pendant plusieurs mois, on s'est un peu pris la tête, savoir quel était le protocole idéal, comment fabriquer un banc expérimental, ce qu'on appelle en parapsie la preuve ultime, ou quelque chose qui vient asseoir tout le monde. Et puis on a eu des gros débats, parce que des gens qui ont eu l'occasion d'asseoir tout le monde dans l'histoire, il y en a eu plein, puis finalement, comme Crookes, comment il a fini. Donc on s'est dit, bah non, finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour amener des sceptiques, qui soient modérés, arc-boutés sur des dogmes, à intégrer la possibilité qu'effectivement, commencer à étudier cet objet-là, la TK, de manière calme, en fait. Il faut faire le calme en soi pour pouvoir étudier la TK, qu'il s'agisse de produire les effets ou de les observer. Parce que c'est pas neutre, en fait. L'interprétation qu'on a de ces observations, elle n'est jamais neutre. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte avec le fil du temps. Par exemple, moi j'ai une belle-sœur, elle est chercheuse au CNRS, elle est partie de la PSC, et elle ne considérait qu'une preuve ne pouvait pas émerger d'un protocole en dehors de plusieurs mobiles sous un saladier, et on désigne une cible, et si c'est pas celui-là qui bouge, ça veut dire que c'est pas de la TK. Les chercheurs de CNRS. Et ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'on ne teste pas la volonté d'un sujet à provoquer un mouvement sur une cible déterminée, on cherche à savoir pourquoi est-ce qu'un objet indéterminé se met en mouvement. Et donc on avait des problèmes comme ça, rien qu'au niveau de la façon dont on posait les hypothèses de travail, et déjà, c'est là où on se rend compte que la dissonance est importante, c'est qu'elle n'intervient pas simplement après l'observation, mais elle intervient avant, au moment où on formule les hypothèses. C'est-à-dire, ce que j'imagine qui pourrait se produire, je l'interprète déjà avant. Ouais. C'est mis en veille, c'est pas vrai. Bon, en même temps, c'est vrai. Alors, après plusieurs mois, on a travaillé aussi avec les sceptiques, on les a intégrés dans le groupe. Ouais. Oui, je tenais personnellement à ce qu'il y ait des sceptiques dans le groupe, parce que on ne peut pas leur nier un rôle sociologique dans la société, ils sont très actifs sur le plan des médias, de la communication. Donc on peut penser ce qu'on veut de leur approche, mais même s'ils ont lâché un peu la parapsie maintenant, ils s'intéressent davantage
mais qui a la façon dont on est manipulé par l'information, quelque chose comme ça. Ils ont quand même un avis très tranché sur la question de la paraxie, et c'est d'autant plus facile pour eux que maintenant la paraxie est passée un petit peu à l'arrière-plan du champ scientifique, à part sur certaines chaînes, Direct 8, 23, et c'est pas forcément la meilleure image qu'on peut en donner. Alors on en a quand même cassé quelques-uns des sceptiques. On a commencé par casser un des présidents d'association. Parce que les sceptiques se sont intéressés à la TK, ils ont fait une petite étude informelle, mais qui était plutôt bien faite. Sauf qu'à la fin de cette étude, ils disaient, bah voilà, si l'objet sur lequel on fait l'expérience, ils avaient inventé une main artificielle qui chauffait et ça faisait tourner une roue d'Egeli, alors je ne vous explique pas ce que c'est. Ils se sont dit, bah, par contre, si la roue, c'était pas une roue, c'était un objet qui était aérodynamiquement moins contraint par les courants d'air, bah là, a priori, on ne comprendrait pas pourquoi. Et c'est moi qui ai trouvé cette étude parce qu'eux, ils ont oublié de nous la donner, quoi. Alors qu'elle allait à l'encontre de leur hypothèse qui est de dire, bah, c'est un courant d'air qui fait tourner le... Donc, on a sorti l'étude et Nicolas est parti. Après, on a essayé de faire des expériences aussi psychosociales, et là, on a cramé un autre sceptique aussi. Donc là, il n'en reste plus qu'un, donc on y va très mollo, et on se rend compte que les comportements des sceptiques, c'est des comportements d'évitement, c'est des comportements orthodoxes dans la pensée, c'est-à-dire qu'ils cherchent absolument à imaginer qu'il y a un type qui arrive par derrière, et hop, s'il n'y a pas un illusionniste dans le groupe, bah, ça y est, c'est foutu, quoi. L'illusionniste, il est plus fort que le thermomètre, il est plus fort que tout ça. Voilà. Ils ont une obsession de la fraude qui fait que c'est pas facile de bosser avec eux, mais on peut quand même y arriver. Et donc cette année, on essaye de monter une étude qui serait pilotée par l'ancienne présidente du cercle, de l'Observatoire de zététique, histoire de mesurer une variable qui, pour nous, semble significative. Je vous explique rapidement pourquoi. Parce que parallèlement à des expériences de physique où on va mesurer les paramètres tels que le magnétisme, l'électromagnétisme, donc la lumière, la chaleur, les mouvements de convection, on a aussi fait ce que on essaie aujourd'hui, des tests avec des étudiants. Donc, en 2014 et en 2015, on a testé différentes variables psychologiques, des variables on va dire d'état, sur des étudiants. La première année, on a fait un questionnaire de croyance et on s'attendait à ce que ceux qui déclaraient être plus croyants, qui s'attendaient à avoir des rotations spontanément, on l'observe vraiment une fois qu'on passait à l'expérience du mobile. Et en fait, non. Indépendamment des variables qui étaient des champs renseignés, et des informations que les gens nous donnaient sur leur état de croyance, bon, on arrivait globalement à 14% de rotation. Donc, ce qu'on a fait l'année d'après, c'est qu'on a dit, bon, on ne va pas parler de TK, on va parler de paranormal à ces gens-là, on s'en fout de leurs croyances. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est induire chez eux un état particulier psychologique. Et donc on a fait 3 groupes, un groupe témoin normal, on a multiplié par 2 l'effectif, donc on a passé 120 personnes, et on avait donc 2 variables d'état. La première, c'était la détente maximum, donc on recevait les jeunes par 6, on leur faisait manger des gâteaux, des bonbons, on leur faisait voir une vidéo d'un youtubeur, histoire qu'ils se marrent un peu. Alors c'est un petit peu artificiel pour créer un état de bien-être, mais par contre, rétrospectivement, on leur faisait remplir un questionnaire pour savoir dans quel état ils se trouvaient après l'expérience. Et donc on a validé que l'induction de l'état était réussie, c'est-à-dire que ce groupe-là se sentait mieux que l'autre groupe à qui on faisait croire qu'on était des médecins de l'université de Poitiers et on venait faire auprès d'eux un test de dépistage d'Alzheimer précoce. Tu m'étonnes qu'ils étaient un peu tendus. Il fallait que ce soit très net. Donc on a changé. Il y a un débriefing qui est fait après, pour tous les mensonges qu'on raconte dans ces affaires. Et donc on leur a dit, bah voilà, on va vous montrer des images, il faut que vous les mémorisiez, faites gaffe, c'est vachement important, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont recevoir un traitement à cause de ça, donc ce que vous faites c'est vraiment capital pour nous. Donc là, vous n'entendez pas les mouches voler. Et à un moment, pendant qu'ils étaient en train de mémoriser les images, comme un cheveu sur la soupe, on dit, au fait, dans 1 minute on va vous demander de restituer les images que vous avez mémorisées, et pendant cette minute on vous demande de poser votre main à côté de cet objet. Donc, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Si vous souvenez pas de là, vous faites une grosse coupure. Ah bah, là, il a eu de très bons résultats de mémorisation. D'ailleurs, ils étaient concentrés. Et bien là, c'est pareil. On n'a pas constaté de corrélation entre les différents états qui étaient induits chez les gens qu'on a cherché à stresser ou à occuper, du moins, au niveau de la mémoire, et ceux qu'on a cherché de détendre. Ils ont eu à peu près le même résultat. Donc la notion de l'état d'esprit, de la psychologie, tout ça, c'est compliqué. Ce qui semble être quand même significatif, c'est la perception qu'a quelqu'un d'une situation donnée. C'est-à-dire que plus la situation
enfin, moins la situation l'affecte, à vrai dire, moins il a investi de charge émotionnelle dans ce qu'il est en train de faire, plus c'est facile d'observer les rotations concomitantes. C'est-à-dire que même si on demande à quelqu'un de faire quelque chose de très important, si lui il le prend comme un exercice facile, ben, ça ne va pas gêner. On a eu des rotations de gens qui étaient en train de textoter au moment où on leur demandait de faire l'expérience. Donc l'expérience s'affichait très nettement et certains d'entre eux avaient des taux de rotation qui étaient vraiment très élevés. Par contre, ce que cette expérience a relevé, parce qu'on a introduit une autre variable à ce moment-là, c'est qu'on avait séparé les groupes en deux, parce que ça faisait vraiment beaucoup de gens à passer et tout seul c'était compliqué. Donc moi je m'occupais de la moitié des groupes, on est tous dans la même salle, ils arrivaient par 3, et à côté il y avait une autre expérimentatrice qui s'occupait de 3 personnes également. Donc la mise en état se faisait de manière conjointe, sauf qu'à un moment, quand on faisait faire le test de TK, ils étaient chacun dans un bout de la salle. Et la personne à qui j'avais demandé de m'aider, elle était membre de la zététique. Donc c'est une zététicienne. Et nous-mêmes, on avait passé des questionnaires avant de faire l'expérience pour savoir si effectivement, dans notre appréhension de la réalité, on était différents ou pas. Et effectivement, on avait des questionnaires légèrement différents. Pas surtout, mais légèrement différents. Au moins suffisamment pour qu'on puisse dire, effectivement, elle est plutôt comme ça et lui, il est plutôt comme ça. Et ben, au terme de l'expérience, on a une différence significative, ça je vous en parler un petit peu plus tard, sur les résultats qu'on obtient avec cette variable. Donc ça, c'est ce qu'on fait l'expérience de psycho, et on fait aussi surtout des expériences de physique. Alors je peux vous montrer rapidement l'approche physique. Alors on approfondira, mais grosso modo, avec le groupe de scientifiques, on avait identifié donc différentes causes possibles. Vous avez les champs magnétiques, la pression de radiation, de la lumière, les vibrations mécaniques, les champs électriques, donc électrostatiques principalement, et puis bien sûr les courants de convection, c'est-à-dire en fait les courants d'air. Donc les champs magnétiques, vous pouvez faire l'expérience chez vous, prenez un aimant, vous les mettez autour du mobile, vous verrez si ça fait quelque chose. La pression de radiation, bon, ça c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais si vous avez chez vous un laser, bah, vous pouvez venir taper votre mobile avec votre laser. Et puis si vous êtes bon en maths, bah, vous calculez la pression de radiation que ça représente. Donc on a trouvé un laser puissant. C'est un peu marrant à faire, mais ça ne bouge pas. Et là on retrouve avec la pression de radiation quelqu'un qu'on a entendu parler ce matin, c'est Crookes, William Crookes, qui, moi je ne savais pas qu'il s'était intéressé à la partie, mais il est surtout connu pour avoir inventé un petit appareil qu'on appelle un radiomètre de Crookes. Et il avait fait une petite erreur théorique, c'est-à-dire qu'il pensait que la pression de radiation pouvait faire tourner un moulin à condition qu'il soit placé dans une espèce d'ampoule dans laquelle on fait un vide partiel. Vous pouvez en voir, c'est des objets décoratifs qu'on trouve dans toutes les boutiques. Donc voilà, c'est un moulin avec 4 petites pales, et chaque balle est peinte, d'un côté sa face est noire et de l'autre sa face est blanche. Et Crookes avait mis l'hypothèse qu'avec la pression de radiation, les photons énergétiques qui tapaient sur les faces blanches, avec l'effet de réflexion, enfin l'énergie cinétique des photons finirait par faire tourner le mobile dans un sens. Sauf que quand il a monté ce truc, le mobile a tourné à l'envers. Et pendant près de 50 ou 60 ans, parce que c'est quand même plus que ça, c'est Einstein qui a trouvé l'explication de ça en fait, c'est que l'erreur, c'était pas la pression de radiation qui faisait tourner le moulinet, mais c'était bien la chaleur induite par les rayonnements infrarouges qui créait une différence de pression sur chaque face et qui finalement expliquait pourquoi le mobile tournait dans l'autre sens. Donc en fait, quand vous avez un mobile de course, vous avez toujours le mobile qui va tourner de la face noire vers la face blanche. S'il est monté à l'envers, il va tourner. C'est toujours du noir vers le blanc. Et nous avons observé au sein du FPDC des radiomètres qui tournent dans le sens inverse du sens naturel. Donc, ça c'est assez intéressant. On a également aussi les vibrations mécaniques. Alors ça c'était Bernard qui nous l'avait suggéré, l'autre Bernard Blancan. Donc on a fait des simulations en fait avec des vibrations mécaniques. Donc tout simplement, je crois que je dois voir. Voilà. Donc là on a un banc expérimental, on met une enceinte dans un caisson, on pose le mobile dessus, on branche un générateur de son et puis on fait varier les fréquences, les amplitudes, de façon à essayer de couvrir un maximum de champs. Donc voilà, ça donne ça. Ça marche. Voilà. Alors je sais pas si on va entendre le son. Alors à côté, on place l'IFOM qui est très sensible en termes de vibration. Donc vous avez la correspondance visuelle dans les 3 dimensions de vibration qu'on applique au système. Et puis on regarde à côté si le mobile il bouge ou s'il ne bouge pas.
Donc on peut réussir à faire tourner un mobile partiellement avec cette technique-là, mais c'est très incomplet et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on observe quand on fait... je passe là-dessus, hein, vous pourrez vous amuser à faire la même chose si vous voulez. Pression de radiation, pour faire simple, je vous l'ai décrit, voilà, donc on utilise un laser. Donc c'est un laser de 5 mW. Hein. Donc toute la pièce est dans le noir, donc vous avez une pression radiative qui est homogène, sauf à cet endroit-là, où là vous avez vraiment une accumulation de photons dont l'énergie cinétique pourrait, on peut l'imaginer, faire tourner le mobile. Alors on essaie avec des mobiles encore plus légers, mais je vous rassure, ça ne marche pas. Donc ça, on l'a évacué assez vite. Les champs électriques, alors ça c'est le truc le plus intéressant. C'est ce que les sceptiques nous avaient dit. Ils avaient dit, voilà, c'est forcément un champ électrostatique. Alors, Nicolas Voisin est allé chercher aux États-Unis un dispositif qui permettait de faire des légumes et des machins. Donc en fait, sur Amazon, vous avez des appareils comme ça. C'est ni plus ni moins qu'un générateur de bande graphe pour les enfants. Et donc, vous pouvez charger très fortement votre main avec cet objet-là. Et vous verrez ce que j'expliquais à certains d'entre vous. C'est quand le mobile ou votre main est chargé électriquement, bah, c'est le principe de la boussole en fait. Vous allez avoir le mobile qui va s'aligner avec votre main. Donc on peut très facilement identifier un effet électrostatique et faire la différence. Voilà, vous avez l'expérience ici, avec n'importe quel autre type de situation. Donc en fait, voilà. Donc ici vous avez une petite boule d'aluminium, c'est en fait un électroscope, ça s'appelle. Alors on peut induire de très belles rotations avec un effet électrostatique, hein, c'est pas impossible du tout. Hein. Mais ça n'est pas sans conséquence sur le reste de l'environnement. Voilà. On va arrêter de jouer avec ça. Donc, on a évacué 4 principes qui sont les plus communément mis en avant pour l'action d'une force à distance. Et après, ce qui reste, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, qu'on vous présentera cet après-midi, il reste les courants d'air. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que l'air, c'est transparent, donc on ne le voit pas. Donc, ce qu'on a appliqué, et je vous montrerai ça sur Eric tout à l'heure, une technique qui nous permet de voir les courants d'air et de mesurer les vitesses sur les pourtours du mobile. Et après, on fait des situations où on va comparer la vitesse qu'on obtient en situation de d'écart avec d'autres situations où on va provoquer des courants d'air avec des ventilateurs, avec des souffleries, enfin, avec tout ce qui nous tombe sous la main. Et c'est là que ça devient, on va dire, le plus intéressant en termes de résultats scientifiques préliminaires. Alors, par contre, en termes de théorie sur qu'est-ce que la TK, pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'objectif du laboratoire, il y a 2 phases en fait. La première phase, c'est de mettre en place un protocole qui nous permette d'affirmer qu'effectivement il y a une anomalie. Une anomalie au regard des théories scientifiques newtoniennes classiques. On ne rentre pas dans la quantique ni dans la relativité, on reste vraiment dans de la mécanique pure, parce que c'est ce qu'on nous oppose la plupart du temps. On nous dit vous êtes des cons, vous ne comprenez pas que c'est l'électricité statique, vous ne comprenez pas que c'est des courants d'air. Ah oui, c'est bon. Donc on va faire en sorte que on éclaircisse ce point-là. Est-ce que si on fait ça, on est toujours aussi con ou pas? Ah non, là, vous êtes bien. Ah bon, bah ça marche pas. Ah d'accord. Par exemple, Florent Martin, il me sort un jour, ouais, est-ce qu'il faudrait si vous fassiez une main artificielle qui permette de vérifier que c'est bien la chaleur qui fait tourner le truc? Ça faisait 6 mois que je lui avais envoyé un mail où on avait conçu une main artificielle avec un circulateur d'eau dans lequel on faisait varier la température, de la température ambiante jusqu'à 70 degrés, donc le mec est mort depuis le temps. Mais il ne l'avait pas vu. Donc voilà, on a fait ça. Donc en fait, on sait que ce n'est pas la chaleur pure qui fait tourner le mobile. Et concernant les courants d'air, on vous présentera ça cet après-midi, mais là il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Et sous confinement, ça fonctionne? Pardon? Sous confinement, ça fonctionne ou pas? Alors, sans dévoiler, oui, on va rester. Alors, au niveau c'est bon? Au niveau temps, on a dépassé le 5 minutes. Ah, j'ai fait vite. Alors, juste pour faire simple, la notion de milieu semble importante. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une continuité de milieu, on a effectivement une baisse des observations. Avec des sujets, on va dire, tout venant, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de dégager effectivement des sujets super doués, comme l'adolescent dont on a entendu ce matin, mais ceux-là, ils sont souvent très instables. Et après, on rentre dans une dimension psychologique qu'on a observé très nettement, c'est qu'un sujet qui produit des effets importants attire nécessairement l'attention sur lui, tout simplement parce que c'est
c'est plus intéressant de regarder lui que... Ça peut sembler plus intéressant de regarder lui que de regarder quelqu'un qui n'a pas de rotation. Et c'est des choses sur lesquelles nous on fait beaucoup attention à ça, parce que quelqu'un qui n'a pas de rotation, pour nous, c'est aussi intéressant que quelqu'un qui en a. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a des rotations plus rapides, ou sur des objets plus lourds que d'autres, de se sentir un petit peu différent. Et cette accumulation de démonstrations, en fait, conduisent souvent le sujet à s'isoler de plus en plus, soit dans sa pratique, soit dans son schéma de pensée. Et comme on a constaté que les gens ont toujours besoin d'apporter une explication à ce qu'ils constatent, c'est-à-dire faire une observation d'eux en disant bah, il se passe ça, mais je m'arrête là, je ne cherche pas à savoir en plus, ça les incite à s'opposer à ceux qui n'auraient pas la même interprétation. Et là, on commence à entrer dans des conflits qui, du coup, provoquent la fin du phénomène, ou la sortie du techiste du projet. On a eu le cas à plusieurs reprises, sans dire de nom, on a eu des personnes qui gazaient très très bien, et puis qui à un moment, bah, ça allait plus, quoi. Et là, on retrouve par contre la tradition orientale, donc je peux dire rapidement un petit peu, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais l'approche qu'on a en Occident de la parapsychologie, Renaud il en parle beaucoup mieux que moi, mais elle est complètement différente de l'approche qu'on en a dans la tradition orientale, et notamment bouddhiste, où la tradition veut, les livres de Dilravin l'expliquent bien, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont plus ou moins vécu, c'est que les phénomènes paranormaux ne sont pas en soi des phénomènes sur lesquels il faut s'attacher, parce que c'est de l'ego, parce que c'est le détournement de l'âme, dans leur tradition, du chemin. Le chemin, c'est le chemin vers l'éveil, c'est-à-dire la réincarnation et le top du top, nirvana, tout ça. Et en attendant d'arriver à ce niveau-là, eh ben, soit ils se réincarnent, soit ils rentrent dans un monastère et puis gagnent quelques réincarnations en méditant comme des fous. Et ce qu'on a trouvé dans la pratique de beaucoup de téchistes occidentaux, c'est qu'ils ont un mode de vie qui se rapproche de celui d'un moine. Ce sont souvent des célibataires, des gens qui vivent un peu seuls, reclus sur eux-mêmes, et qui ont donc une vie mentale qui est vraiment très intériorisée. Après, c'est pas non plus une règle absolue, on va trouver des gens qui ont une vie sociale, tout ça, qui arrive aussi. Mais c'est pas pour rien qu'on a des adolescents qui ont des gros effets. C'est-à-dire que c'est une période de la vie où on est un petit peu tourné sur soi-même, et on fait des trucs, et on veut les montrer, et on y va, et on y va, et on y va, et on explose, on pète un plomb, on fraude, on raconte des cracks, voilà, ça peut se passer comme ça. C'est pour ça que nous on évite de travailler avec des jeunes, à la différence de mais nous on va plutôt travailler avec des gens qui vont taper la trentaine, voire la quarantaine, qui sont posés, qui sont relax, qui font des phénomènes qui en font pas, c'est pas si grave que ça. Et du coup ça permet d'enlever une certaine pression et d'avoir des résultats qui sont plus réguliers, des gens qui durent dans le temps, alors que c'est compliqué avec des gens qui font tout de suite des effets très spectaculaires, mais qui ne vont pas les tenir sur la durée. Voilà, faire simple, ce que c'est que la PLC. Si vous avez des questions, ça serait que je répondrai. Si vous avez faim. Très bien, il est temps d'aller déjeuner, hein, c'est pas une question, et donc on se retrouve à 14h30, hein, la cantine de restaurant.